Il paraîtrait que le roi René possédait une collection d'objets de curiosité de plus de 3000 pièces. Plus tard, au début du XVIe siècle, et ce jusqu'au XIXe, d'autres gentilshommes vont rassembler des collections d'objets de curiosité. Que ce soit dans un but de célébrité ou bien pour étonner leurs amis ou encore, en toute franchise, pour étudier les choses de la nature, ces collections seront ce qui plus tard amènera les musées. Ces endroits dans lesquels on rassemblait ces collections pouvaient être des meubles ou bien des pièces entières. C'est la raison pour laquelle on les appela les cabinets de curiosité. Eh bien, bonsoir pour cette nouvelle émission sur le Cercle Richelieu. Une émission un petit peu particulière, c'est un test que nous faisons. Ça fait un petit moment que j'avais envie de rassembler mes compagnons gentilshommes, certains en fait du cercle, avec lesquels on a souvent discuté de ces sujets-là. Et donc voilà, en fait, nous avons décidé de parcourir les légendes, les faits un peu étranges de nos provinces de France pour essayer de faire un petit peu revivre tout ce merveilleux qui était une sorte de nourriture pour les gentilshommes de ces époques passées. Et à l'instar de ce qu'ils faisaient, nous nous sommes réunis aujourd'hui dans le cabinet de curiosité du colonel Von Hagen. Alors je vais vous présenter les gentilshommes qu'il y a avec moi ce soir. Bonsoir Bladla. Bonsoir à tous. Bonsoir Castellan. Bonsoir. Bonsoir Dameron. Bonsoir. Et bonsoir Morker. Salutations. On a aussi Luaret qui est là à nous écouter. C'est l'âme d'année. Bonsoir. Il est caché dans les placards, Luaret. Ouais, j'aime bien vous avoir en fond sonore pour dessiner. C'est parfait, on doit à Luaret les dessins et les illustrations que vous verrez par la suite pour illustrer nos propos. Et donc, dans ce cabinet de curiosité, nous allons aborder quelques récits et quelques légendes de nos provinces. Alors Bladla, de quoi vas-tu nous parler? On va faire un petit tour, histoire de résumer un petit peu à tout le monde ce qu'on va faire. Donc, Alors moi je vais vous parler d'une légende bretonne, celle de l'Ankou. Ah, l'Ankou, oui. C'est un sujet grave, t'as plutôt pas intérêt à te rater, je pense que les Bretons t'attendront au tournant. Exactement, je vais faire de mon mieux. Castellan. Alors moi je vais parler d'une légende de Moselle qui est le Graoui et de son antagoniste le Saint-Clément. Ah d'accord. Alors le Graoui. Le Graoui, le dragon de Metz, ouais. D'accord, bon, tu nous diras tout à l'heure comment ça s'écrit. Oui. Dameron. Alors je vais vous parler du Baclou, c'est une créature du folklore. Ah, tu as coupé. Une folklore. Une créature du folklore guyanais, créole, créature légendaire. Ah, d'accord. Ah oui, le terrible Baclou. C'est ça. Ah ouais. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons, le Baclou. Morker. Eh bien, je vais vous parler du diable et de sa relation très étroite avec la cathédrale de Strasbourg. Ah oui. Oui, les courants d'air. C'est ça. Et donc, moi, si on a encore un peu de temps, parce qu'on va essayer de ne pas excéder 1 heure, je vous évoquerai brièvement la bête du Gévaudan, puisque c'est à la fois une région qui m'est très chère et une histoire qui m'est très chère également. Alors Bladla, vas-y, commence, explique-nous qu'est-ce que c'est cet Ankou? C'est quoi l'Ankou? Alors bon, je vais vous faire une description assez globale du personnage. Oui. Disons que l'Ankou c'est un personnage de premier plan dans la mythologie bretonne. Il semblerait que l'Ankou, ça soit un héritage celtique. Ouais. Curant, c'est celui d'ouvrier de la mort. C'est un squelette qui est recouvert d'une chair putride et en lambeaux.
Il est vêtu d'une grande cape noire et possède une faux dont la lame est tournée vers l'extérieur. Alors, c'est la façon dont il l'utilise. De loin, on pourrait le confondre avec un paysan, parce qu'il en a l'allure. Il D'accord. se balade de nuit sur la Carigale Anankou. Ça signifie la charrette de la mort, et c'est du breton. Elle est traînée par 2 chevaux, l'un très maigre et l'autre très gras. Sa tête peut faire un tour complet, pour qu'il puisse regarder toute la région. Et il vient chercher l'âme des défunts pour les mettre dans sa Carigale Anankou. D'accord. C'est une histoire en fait qui était racontée principalement aux enfants. Il leur était conté que s'ils entendaient au cœur de la nuit le grincement des roues d'une charrette, c'est que l'Ankou venait apporter la mort avec lui. Il était aussi dit que l'on apercevait ce dernier, alors la mort viendrait nous prendre dans la nuit. Donc voilà. Ça a coupé Blad là un petit peu sur la fin. Là. Tu disais donc, voilà la description de l'Ankou. Je disais oui que c'était une description assez grossière pour présenter le personnage. Le nom de sa charrette, tu l'as dit, mais ça a été assez rapide. J'ai pas bien saisi. C'est la Carigale Anankou. C'est du breton et ça signifie, comme je le disais, la charrette de la mort. Ah ouais, Carigel, ça doit être charrette, et Anankou, c'est la charrette. Anankou, voilà, c'est ça. D'accord. De l'Ankou. Oui. Bon, alors d'accord. Et alors, est-ce que c'est pas la mort, l'Ankou? Non, pourtant, en fait, c'est la traduction que j'en ai trouvée de Carigale Anankou. Non, mais je veux dire, l'Ankou. Mais non, ce n'est pas la mort, c'est simplement un de ses ouvriers. Alors explique-nous, c'est quoi son travail? Ça a coupé. Je te disais, Bladla, c'est quoi le travail de l'Ankou? Son travail est de venir chercher l'âme des défunts pour les mettre dans sa charrette, donc justement dans sa Carigale Anankou. Une des nombreuses histoires qui peut être transmise autour de la légende de l'Ankou. Donc dans cette que l'on affûte avec des ossements humains sa faux. Ah d'accord, il affûte sa faux avec les os des défunts. Exactement, et on raconte qu'il arrive que sa faux ait besoin d'être réparée. Pour ce faire, il choisit un artisan qui travaille toujours le samedi soir. Dans la pénombre de sa forge, il ne reconnaît pas l'ouvrier de la mort, et il réussit à la réparer. Et lorsque dépasse l'heure, annonce sa véritable identité, et l'artisan réalise alors qu'il vient de produire son dernier ouvrage. Le lendemain, il est pris d'une fièvre très forte, et il a tout juste le temps de recevoir l'extrême onction avant de trépasser. Ce qui est typiquement intéressant avec cette histoire, c'est qu'elle montre qu'il n'y a pas de retour en arrière. Disons que quand on a vu l'Ankou, on va mourir. D'accord. Et on sait quelle est la raison de sa venue, et dans ce cas-là, et ça ajoute bien, disons, au côté pesant du personnage. Donc en fait, c'est quelqu'un qui accompagne la mort ou qui l'annonce? Enfin, il vient pour chercher l'âme des défunts. En fait, c'est simplement son ouvrier, ce n'est pas la mort en elle-même. L'Ankou travaille pour la mort. D'accord. Mais par exemple, le fait qu'il ait une faux et qu'il affûte la lame avec les os, etc. Donc ça a été rajouté pour un petit peu le côté effrayant, tu penses? Ou est-ce qu'il y a par moments dans les récits, on comprend que la lame sert à quelque chose? Je n'en ai pas Ils en parlent pas. d'histoire dans laquelle l'Ankou utiliserait sa lame. J'ai l'impression que ça fait beaucoup partie du folklore, en fait. Du costume. Et du costume. Disons que là, j'ai pris cette histoire parce que je la trouve assez intéressante. Oui, bien sûr. Et qu'à l'Ankou, même quand il vient faire appel à un savoir-faire humain, ils doivent la personne meurt le lendemain. Disons qu'il y a énormément d'histoires autour de ce personnage, je pouvais pas toutes les prendre, donc bon, j'ai choisi celle-là que je trouvais intéressante. Bon, alors vas-y. Donne-nous un exemple qui soit typique en fait de l'Ankou. D'une histoire de l'Ankou. En histoire, comme je le citais précédemment, l'histoire, disons, la plus je disais principalement racontée aux enfants, c'est le fait que dans la nuit, si au cœur de la nuit, on entendait la charrette de l'Ankou, donc qui était
assez typique parce qu'on entendait, on peut entendre un grincement, c'est que l'encou venait de par chez nous. C'est que l'encou venait, d'accord. Donc il est annoncé donc par le grincement de la carriole. Oui. Et Et il peut y avoir une deuxième possibilité, c'est si l'on voit l'encou, ça veut dire que c'est nous qui allons mourir. Si on n'importe qui. recueillir les âmes de quelqu'un, pendant que si on le voit, ça veut dire que c'est annonciateur de notre mort et que nous passerons pas les nuits. Et dans les histoires que tu as trouvées, est-ce que c'est arrivé que quelqu'un voit l'encou et ne meurt pas? Alors il y a Effectivement. quelqu'un qui Tu as coupé. Ah, ça marche. Je me répète du coup. C'est effectivement arrivé à une personne, à un vieil homme qui s'occupait de pommiers. Et cet homme avait été juste toute sa vie, un homme droit. C'est pour ça que l'encou lui avait cédé 5 minutes de vie en plus sur sa demande. Pour qu'il puisse goûter la récolte l'occasion de le faire, c'est dans l'année. Attends, ça a coupé. Pour qu'il puisse goûter la récolte, parce qu'il cultivait des pommiers, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. C'est vrai que là, le vocal déconne. Ah ouais, c'est Discord. Ouais. Du coup, j'en étais où Donc il lui a accordé 5 minutes de répit pour qu'il puisse goûter sa récolte de pommes. D'accord. L'histoire raconte donc que l'encou serait avancé près du pommier pour récolter la pomme et lui donner, et il serait resté bloqué dans le pommier, car le vieil homme, en échange du fait que le vieil homme le délivre, il aurait accepté de laisser en paix le village pendant 7 années consécutives. Et en échange, il aurait été libéré, il aurait fauché même il ne pouvait pas accepter un accord dans lequel il laisserait en vie une personne qui l'aurait visité. D'accord. Ok. Et donc c'est assez marrant de se dire que quelqu'un a réussi à déjouer Oui, bah, sur cet aspect. Il a déjoué le travail de l'encou parce qu'il avait été droit toute sa vie, certainement. C'est ça que... Exactement, alors que normalement l'encou est décrit comme un personnage qui ne ressent aucune émotion spécifique et qui fait son travail de façon assez machinale. D'accord. Et c'est un des rares exemples que j'ai pu trouver dans lequel l'encou aurait usé de bonté. Alors du coup, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est encore... Est-ce que c'est une légende qui est encore vivace aujourd'hui en Bretagne, l'encou? Aujourd'hui, je pense que la légende est relativement mise de côté, mais j'avais par exemple écouté une vieille bigoudaine qui parlait de la légende de l'encou, ouais. qui expliquait que les Bretons, pendant longtemps, ne craignaient pas vraiment la mort en elle-même. Pourtant, les gens ont très peur de l'encou en soi, de l'entité de l'encou qui vient ramasser les âmes, mais pas de la mort. Oui, parce que lui-même est effrayant, quoi. Et exactement. Et c'est un phénomène intéressant de se dire que des gens ne craignent moins la mort qu'une légende qui se transmettait à une époque. Ouais. Aujourd'hui, ça a moins d'impact sur les Bretons, de ce que j'en sais et de ce que j'ai pu en voir. Ouais. Mais pendant longtemps, ça a été très important et très présent dans le folklore. D'accord. Parce que ça, c'est par rapport à tes origines aussi. Tu as dans ta famille, on racontait l'histoire de l'encou. Ça se raconte beaucoup. Je recommence. Ouais, t'as coupé. Comme je le disais, ça se racontait énormément aux enfants, cette légende, et quand j'ai été enfant, ayant ma famille étant bretonne, on me l'a raconté, ainsi que d'autres légendes, et il est vrai que j'en ai eu peur étant plus jeune. C'est compréhensif. Dites les autres, alors, ça vous évoque quoi, l'histoire de l'encou? Castellan? Ah bah ça m'évoque par exemple un dieu de la mythologie irlandaise du nom de Dagda. Comment tu dis? Blagda? Effectivement. Et aussi de Dagda, un dieu de la mythologie, un dieu de la mythologie irlandaise
et aussi Sukelos, donc un dieu de la mythologie gauloise qui avec un côté de son maillet il donnait la mort et avec le côté de son maillet il redonnait Il redonnait la vie. une ambivalence qui est très celtique je trouve. Ben, on pourrait Qui est on pourrait pas, estimer que l'Ankou, c'est une survivance de la religion celtique. Alors, effectivement, disons qu'il est affilié à certains dieux, enfin, ça indique une certaine proximité avec certains dieux, donc bah, comme tu l'évoquais, il y a Sus et Los. Dans les dieux irlandais, il y en a trois qui ont été notés, donc Eocaïd, Olataïr et Dagda, comme tu l'évoquais précédemment. Il y a vraiment cette idée de dualité qu'on retrouve donc qui peut donner la vie comme prendre des vies. D'accord. Tameron, t'as des choses similaires, toi, par chez toi? Non, pas vraiment. Il doit exister quelques créatures, mais qui ne sont pas Il n'y a, dans ma connaissance. y a personne dans les îles outre-Atlantique qui vient chercher l'âme des T'as- défunts. Alors tu as coupé, mais j'ai compris. Oui, Euh, alors je crois qu'il y a des créatures comme Mamiwata par exemple, mais ça c'est plutôt dans les Antilles. d'accord, Mais sur ce point, d'accord. On a des petites coupures avec le Discord, on est désolé. Bah très bien, écoutez, Morcar, tu veux dire quelque chose sur l'Ankou, toi? Ça te parle? Ouais, je vais être terre à terre, mais je me suis fait une réflexion. Cette histoire aux enfants et qui dit que si on entend la charrette de l'Ankou passer, c'est qu'il vient chercher un défunt, mais que si on le voit, on sera le prochain. Est-ce que ce serait pas une histoire inventée pour que lorsqu'il y avait un décès, les enfants ne voient pas les cadavres et ne savent du défunt à ce moment-là? Ah ouais, c'est intéressant. Alors, il me semble que non, parce que on peut noter que normalement l'encou elle vient la nuit. Donc, en théorie, en journée, si un enfant devait voir un cadavre, ça ne portait pas vraiment préjudice, disons. Non, je parle pas forcément qu'il voit directement le cadavre, mais l'en en lui-même, en fait. D'un autre côté, est-ce que Le fossoyeur et ce genre de choses, est-ce qu'il y avait pas, est-ce qu'on n'essayait pas de préserver chez eux une espèce Ouais. de spiritualité ou de quelque chose comme L'innocence. ça? Voilà. Voilà. Est-ce que dans les légendes entourant l'Ankou, par exemple, si quelqu'un décède en pleine journée, comment ça se fait? Enfin, je veux dire, il passe l'Ankou ou pas? Le soir même? Tu as coupé, colonel. Je disais en fait, si une personne décède en pleine journée, est-ce que l'Ankou passe le soir? Normalement, il vient récolter la nuit Ouais, c'est ça, d'accord. l'âme du défunt. Très bien, bah écoute. Parce qu'il n'est pas apporteur de mort en elle-même, normalement. Mhm. Oui, il vient après, quoi. Et il passe après récolter l'âme des défunts. Mhm. Bon, c'est vrai on peut difficilement imaginer qu'à l'heure actuelle, à notre époque éminemment matérielle, l'Ankou ait une quelconque importance pour les Bretons. Maintenant, j'en connais assez peu des Bretons, donc j'ai jamais eu l'occasion de parler de l'Ankou avec eux. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, enfin Bretagne, la Bretagne est souvent associée à cette légende de l'Ankou. Je pense que c'est un des trucs les plus célèbres qu'on puisse avoir avec la Bretagne. Et les sirènes peut-être, je sais pas. Ouais. D'accord. Bah, ben, merci Bladla, tu vas ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, globalement, je pense qu'on a fait le tour du personnage. On a fait le tour de l'Ankou. Enfin, En plus, on a beaucoup prononcé son nom, je crois que s'il faut pas, c'est ça? ça, j'en ai pas entendu parler, peut-être, mais j'espère Ça pas, va, dans ce cas-là. on est bon là. Castellan, à toi. Ouais, donc moi je vais parler d'une légende donc de Moselle, du Graouilly, donc ça s'écrit Graoui 2 Ly, D'accord. et de son antagoniste, donc Saint Clément, qui aurait été le premier Le premier? évêque Ah. de Metz. D'accord. Et donc, avant de parler du dragon de Metz à proprement parler,
je vais évoquer un peu le historico-légendaire de Saint Clément, qui était un sénateur romain du Titus Flavius Clemens, qui fut chargé par l'empereur Néron de persécuter des chrétiens. Et alors lui et sa famille, ils tinrent pas à se convertir à la foi chrétienne et à se faire baptiser. Notamment un de ses frères qui s'appelle Faustinius, qui sera le père d'un futur pape, Clément Ier. Et donc, cet évêque, Saint Clément, il est envoyé par Saint Pierre apôtre avec d'autres évêques dans différents endroits. Lui, c'est à Reims, à Paris, etc. Et donc, il arrive en Lorraine avec un prêtre et un diacre. Et lors d'une halte en forêt, en fait, il disperse d'un geste de la main une meute lancée dans une chasse à court derrière un cerf. Les veneurs émerveillés racontent le prodige à leur maître, le gouverneur de Metz, sous l'autorité de l'empereur Octavien. Alors le lendemain, le roi et sa femme, ils vont aller voir la chasse, quoi. Ils se rendent eux-mêmes à la chasse, ils vont en chasse. Et puis ils retrouvent le même cerf de la veille, et puis le mettent sous la protection de Saint Clément, qui vient, qui s'annonce et qui annonce sous quelle autorité et pourquoi il est là. Donc après, le roi Horus, bon bah il est pas très convaincu, mais il accepte quand même de lui permettre de s'adresser à la cité, puis il l'installe un peu chez lui, puis après Saint Clément, il va s'installer sur une colline qui est un peu du côté de Metz, qui s'appelle la colline de Sainte-Croix. Et donc, plus tard, à la mort de leur fille, le roi Horus et la reine sollicitent Clément, sa fille, ce qu'il fait. Et donc là, suite à ce miracle, tous les habitants de Metz, ainsi que le roi et la reine, se font baptiser. Et il y a donc la légende la plus connue, donc là j'en viens au dragon de Metz, la légende la plus connue par rapport à lui, c'est en fait un dragon qui sévissait à l'amphithéâtre de Metz, qui s'appelait le Graouilli. Donc je reviendrai un peu sur l'étymologie tout à l'heure. Et en fait, ce Graouilli, en fait, il terrorisait la population. Corps recouvert d'écailles, il pouvait voler comme un oiseau, il avait une paire d'ailes de chauve-souris géante. Enfin, il était très très effrayant, et en fait sa gueule en fait crachait un souffle pestilentiel, des flammes à l'odeur de soufre, et il happait il affectionnait tout particulièrement les jeunes filles d'ailleurs. Et Clément, en fait, apparaît comme un sauveur. En fait, c'est une figure de sauveur, et c'est aussi une figure du christianisme conquérant. Et donc, il serait allé avec son étole et ses prières de Metz. Et là, en fait, il se serait passé en fait à une sorte de combat un peu métaphysique, un peu légendaire entre lui et le dragon de Metz, où il aurait vaincu le dragon d'un simple signe de croix. Et en fait, il aurait chassé le dragon qui traînait dans l'amphithéâtre au-delà de la Seille, qui est un confluent de la Moselle, vers les terres sauvages. Et donc, pour finir, l'étymologie donc du Graoui, c'est que ça vient du mot grouiller. Il y avait plein de serpents, dont le Graoui, qui grouillait à l'intérieur de l'amphithéâtre. Donc ça viendrait de là. Ah oui, d'accord. Donc le serpent, en fait, c'est quoi? C'est le grand ver. C'est ça? Voilà, exactement, Ouais, exactement. je vois, ouais. Enfin, ver, enfin, c'est pas un ver de terre, quoi. C'est le grand ver. Mhm. D'accord. Et donc, ouais, Graoui, c'est parce qu'il grouillait avec les serpents. Et C'est ça. est-ce qu'on est on est dans une vraie légende pour le coup? Alors oui, on est dans une vraie légende, mais
c'est une légende qui a pas mal d'aspects intéressants, notamment le fait que lors des processions votives et comment dire, lors des processions votives et des processions tout court, en fait, il y avait un chapitre lié à la cathédrale de Metz, qui était pas très loin dans le village de Voipy, dans la commune de Voipy, qui avait une bannière de procession dont le chef de la bannière était une tête de dragon. D'accord. Pareil, au XVIIIe siècle, on faisait des effigies à l'image du fameux dragon qu'on brûlait après à la fin de la procession. D'accord. Voilà, donc Et donc en fait, je pense qu'il y a c'est une légende allégorique, c'est ça que tu disais? ouais, exactement. Il y a une allégorie, je pense, derrière, comme je l'évoquais tantôt, de la chrétienté conquérante face au paganisme, et donc que la chrétienté eut gagné en fait la place des villes et eut chassé Ouais. Oui, d'accord. sauvages. Donc le dragon représente les cultes païens, etc. Et donc, Je pense que ça doit être ça, ouais. ouais. De ce que j'ai pu en lire et tout, ça a l'air d'évoquer ces choses-là, ouais. ça paraît une explication assez simple. Je crois que la dernière fois quand on en avait parlé, il m'était venu l'image du roi. Vous m'entendez? Ouais. 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 L'image du roi Harold, la flamme du roi Harold, c'était le ravageur du monde et c'était un gros dragon rouge. En effet, c'est très vrai. En 1066 à la bataille d'Hastings. 14 octobre, oui. Le fameux 14 octobre. Bladla, qu'est-ce que ça t'évoque quoi, toi, cette légende? Alors, au-delà de ce que ça m'évoque, je voulais te demander dans quelle mesure est-ce que tu penses que cette légende À quoi? A pu. A pu? a pu impacter les croyances locales? Hmm. Bah, en fait, de ce que j'ai pu en lire, l'histoire, la légende du Graoui. En fait, ce serait un des nombreux miracles que Saint Clément aurait fait. C'est pas ce miracle-là à proprement parler qui aurait fait se convertir la population de Metz et le roi Horus et sa reine. Mais c'est C'est une plus succession de... Parce qu'il a pas fait que ça, en fait, c'est ça? non, il a pas fait que ça. En fait, c'est sa dernière mésaventure. D'accord. Il y a eu l'histoire où avec le cerf et la chasse, et puis Oui. il y a eu la fameuse résurrection de la fille du roi et de la reine. Et c'est surtout ça, cet événement-là, qui est beaucoup plus rappelé. Après, c'est ici, enfin là où j'ai pu trouver les informations sur le fait, c'est assez, comment dire, il est évoqué, mais c'est pas non plus D'accord. si important que ça. C'est plus d'un point de vue allégorique. Et effectivement, comme je l'ai dit, je pense que c'est une allégorie de la mécanisme de D'accord. l'époque, quoi, qui restait encore un petit peu en Lorraine. Est-ce que par rapport à vos légendes provinciales, etc., vous avez, vous aussi, des, euh, des allégories du même genre, d'un, d'un un homme d'église conquérant qui vient repousser un petit peu le paganisme? Dameron? Alors, par chez moi, pas à ma connaissance. J'aurais aimé simplement Oui? clarifier un point que je n'ai pas compris. Ouais. Le Graouli aurait été envoyé par Dieu, c'est ça? Non, du tout. Le Graoui, en fait, c'est C'est étonnant. un énorme, Ah, serpent, en fait, qui était là, qui aurait été plutôt envoyé par la maison d'en face, donc par le déchu. La maison. Et voilà. Et hmm. alors, enfin, c'était ce que j'en ai vu sur Ouais. informations sont assez sujets. Parce que, Dans certains, énumérés de la légende, pas hmm. mention, et dans d'autres, ils font mention justement que le fameux Graoui serait une bête du diable
parce Ouais. que bon, il a les flammes à l'odeur de soufre, il est tout Ouais, c'est ça. écailleux, C'est enfin, ça, ouais. Ça, c'est c'est le, ce c'est truc-là. le signe qui le trahit, quoi. Voilà. Mais dans d'autres, non, il dit juste que c'est une bête qui était là depuis des temps immémoriaux et qu'en fait, D'accord. il s'est fait chasser par Saint Clément parce qu'il fallait qu'il. D'accord. Personnellement, il me J'avais semble. cru. Vas-y, je t'en Je t'en prie. prie. Il me semble que ça m'évoque, j'en ai pas beaucoup plus d'informations en tête, mais il me semble que l'ange Saint-Michel avait terrassé un dragon aussi en Bretagne, un peu Eh bah oui, dans le bien même sûr. style. Bien sûr. C'est le. Genre, je parle longtemps. Michel Touard du Dragon. Moi, c'est à ça que ça me faisait penser également. Et je suis hyper surpris parce que, bon, on peut pas tout savoir, hein, mais je savais pas qu'il y avait un Saint-Clément qui avait terrassé un dragon dans l'est de la Alors, il France. l'a pas terrassé. Ah Il bah, l'a pas terrassé, il a juste envoyé paître. bon, ok, excuse-moi. Question sémantique. Et on- Ok, bon, il l'a pas terrassé, mais il l'a repoussé loin. Mais Voilà. enfin, Il a pardonnez-moi, mais le dragon, est-ce qu'on pourrait pas faire un lien avec la créature précédente, l'Ankou, Ah ouais? puisque, bah, voyez-vous, si la créature de l'Ankou apparemment ne s'attaquait pas vraiment aux hommes de droiture, c'est un peu ce que j'avais compris, Ouais. si je ne me trompe pas, hein. Enfin, il est un peu Enfin, plus conciliant, on va dire. voilà. Est-ce que ce dragon n'aurait pas été en quelque sorte envoyé du même ordre pour Pour tester, c'est oui, une sorte voilà, d'épreuve. pour acheter, pour punir et en quelque sorte pour punir de la débauche. Ah, Et peut-être. est-ce que Saint Clément ne serait pas à l'inverse venu là pour mettre fin à ce châtiment? Ouais, c'est vrai que Bah, en fait, basiquement, on a l'impression que ça serait le dragon qui incarne le paganisme, et puis c'est la lutte en fait entre l'Église conquérante, etc. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu as raison, Dameron. Ce dragon pourrait être la, la figuration en fait des péchés des hommes, et Saint Clément, pardon, par la prière, Exactement. vient les sauver. Ouais, ouais, c'est intéressant ça. J'avais pas vu ça comme ça non plus. Puisqu'après tout, le dragon et le serpent, bon, qui sont à peu Ouais, près oui, c'est ça. la même créature, hein, Ah ouais. reflètent tout à fait l'idéologie, si je puis dire, du mal. Ouais. Donc, est-ce que c'était pas abandonné à une vie de débauche qui est illustrée, symbolisée pardon, par cette créature? Et comme tu l'as très bien dit, Saint Clément qui arrive derrière, Ouais. Ah, c'est qui intéressant. restaure une sorte de piété. Pourquoi pas. Castellan, il y a des choses qui vont dans ce bah, sens-là dans ce que tu as trouvé? ouais, pas spécialement, mais effectivement, c'est pas, comment dire, c'est pas forcément une hypothèse à mettre de côté, quoi. C'est fort possible qu'à Ouais. l'époque. C'est situé d'ailleurs, en fait, on parle d'époque, mais Alors, c'est situé au niveau du 1er siècle, à peu près sous le règne Ouais, d'Auguste. d'accord. C'est, par exemple, quand il arrive en Lorraine, c'est à peu près situé entre les années 40 et 50 de notre ère. Ah, quand même. Mm. D'accord. Donc c'est vraiment milieu du 1er siècle, quoi. C'est pas. Ouais, et puis c'est vraiment le début de la chrétienté en Europe, hein, quand même. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Morker, tu voudrais dire quelque chose par rapport à ça? Eh bien, je trouve cette légende très intéressante parce que, comme on dit que dans toute légende, il y a un fond de vérité, et je trouve que celle-ci est très parlante en fait, parce qu'on arrive presque à voir la frontière entre la légende et la vérité. Ouais. C'est-à-dire que on imagine très bien qu'il y ait pu y avoir une infestation de serpents dans la région ou des choses similaires. Après que Saint Clément les ait chassés par sa foi ou militairement, parce que finalement, Ouais. on ne sait pas les Non. faits exacts, Ouais. et que l'histoire a été reprise et tournée sous forme de mythe ou de légende pour aider à convertir
ou pour renforcer tout simplement la foi des habitants, Ouais. ou même à titre posthume après la mort de Saint Clément pour le déifier, si on veut, ou en tout cas lui donner une aura supérieure, Glorifié, ouais. le glorifier, voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. D'accord. C'est assez drôle ce que tu dis parce qu'il y a une autre légende où Saint Clément est dedans, c'est en fait il aurait reçu la liste de ses successeurs des mains d'un ange en fait. Ah, carrément. Ouais, c'est un saint qui est assez particulier en plongeant en fait dans son histoire et tout ça. Il y a pas mal de choses assez sympathiques. C'est un précurseur. Enfin, Oui, tout à fait. Après, bon, il y a le grand saint Morlain qui est Saint Nicolas, mais lui, non mais moi ça me fait penser à un truc. J'aime beaucoup cette image de ces évêques qui étaient combattants. Moi, c'est. un de mes, un de Les mes- margraves. non mais un de mes, oui, mais enfin plutôt en France par exemple, un de mes évêques préférés c'est Adhémar de Monteil, qui était le chef de la première croisade et qui était réputé être un très très bon combattant et qui portait le haubert et qui allait au combat. Moi je trouve ça, ça me, ça, ça, ça ravive en moi l'élan héroïque. Oui, et la figure un peu du prêtre guerrier, oui. Ah ouais, ouais. Euh, En plus, bon bah, enfin moi c'est vrai que c'est ce que je disais précédemment. Je suis assez déçu parce que finalement, c'est pas un vrai dragon quoi. C'est moche. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Ok. On a fini avec Saint Clément et son dragon? Ou, Oui, oui. oui. Ah, si vous me permettez, colonel, Je vous en prie, Morker. vous dites que ce n'est pas un vrai dragon, mais c'est toujours mieux que le serpent du lac de l'Ombre. C'est quoi le serpent du lac de Pour ceux qui auront la référence, et je pense que certains de nos auditeurs l'auront. Je veux pas savoir de quoi tu parles. On va passer on va passer au Baclou. Oh, le Baclou. Oui, monsieur. Alors ça, là, préparez-vous, accrochez-vous bien à vos sièges. Si c'est la nuit, fermez bien vos fenêtres, fermez bien vos portes, fermez les volets. Le Baclou n'est pas loin. Et oui, alors écoutez, je venais à peine d'arriver en Guyane, il y a de ça quelques années, qu'un incident est survenu la première année. J'avais un camarade qui, qui me racontait beaucoup d'histoires sur le folklore, hein, pour nous faire peur entre nous. Et il m'avait fait mention un jour du Baclou, mais il n'avait pas développé davantage sur cette créature-là. Alors, elle était tombée dans l'oubli, et un beau jour, son grand-père, qui était une personnalité assez importante en Guyane, un homme très fortuné, disparut mystérieusement, histoire véridique, pendant 4 jours. L'homme a été retrouvé ensuite brûlé vif et dans un état que je ne décrirai pas volontairement, mais perdu au milieu de la forêt amazonienne. Donc il a été porté par les courants du fleuve, la canopée si je me rappelle bien, et on l'a retrouvé de cette manière de quelques jours. Figurez-vous que cet homme avait bâti sa fortune lui-même. Il était assez âgé, environ 70 ans, et je dirais qu'il avait un empire sur la petite île de Cayenne, qui est, bon, à une échelle, je dirais, métropolitaine, qui doit être équivalente à La Rochelle. Voilà. Donc, c'était quand même conséquent. Et cette histoire fait donc rage, on en entend parler dans les journaux, à la télé. Je rentre chez moi et l'homme qui louait la maison à ma famille à cette époque était en fait un proche de ce monsieur Metton qui était décédé. Et je ne le savais pas, et sa propre femme, qui était elle-même âgée, puisque eux-mêmes étaient un couple de retraités,
sa propre femme était une créole typique comme on peut en entendre parler ou comme on peut les voir dans les films qui traitent de la période de l'esclavage dans les Antilles. Une vieille femme créole qui se balance sur sa chaise balançante devant sa case dans les rues tranquilles. Et j'avais tendance à aller lui tendre bien et qu'elle était sympathique. Et donc, ce jour-là, je vais la voir, elle passait le balai, et elle m'explique que effectivement cet homme était une connaissance de leur famille, etc., et que l'affaire était très étrange, que la police à ce jour n'avait aucune explication. À ce moment-là, elle commence à parler de phénomènes surnaturels. Alors je lui fais une moue un peu dubitative, et elle me sort, et c'est là que le baclou ressurgit, alors que je l'avais totalement oublié. Elle me dit, ce monsieur-là avait un baclou sous la caisse. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais brièvement vous faire une description physique du baclou, qui est considéré comme une descendance du golem, que vous voyez dans les légendes juives. Ouais. C'est un petit être qui a été transformé un peu par la culture africaine vaudou, qui a pris naissance, je crois, au Bénin, et qui s'est exporté à Haïti et dans les autres Antilles françaises notamment. Alors, le baclou est un petit être qui fait à peu près 1 mètre. Il peut prendre forme humaine pour tenter de nous tromper. Ça, c'est à noter. On le découvrira plus tard. Et il est également décrit avec une tête de cochon parfois, une tête de chien d'autres fois, et parfois comme un simple enfant de 5 à 7 ans. Principalement, ce qu'on dénote, c'est qu'il a les pieds retournés. C'est important pour plus tard de s'en souvenir. Et ce petit être est une créature que l'on couvre 7 jours sous son aisselle pour l'invoquer. Et c'est un œuf. C'est un œuf que l'on couve. Et une fois qu'il est né, qu'on l'a créé, elle obéit à nos ordres, mais il faut immédiatement lui imposer, si vous voulez, une charte, un règlement qu'il devra respecter, mais nous aussi. Et si on formule mal nos ordres, cela peut se retourner contre nous. C'est là toute la perversité de la chose. Et le baclou, évidemment, est souvent utilisé à des fins pieuses pour s'enrichir, etc. Et c'est là qu'on fait le lien avec cet homme qui, d'après cette femme, aurait tué un baclou sous la caisse. Parce que c'est évidemment une créature personnelle, donc qui ne se montre à personne, d'où la notion de cacher sous la caisse, mais qui exauce nos souhaits. Voilà. D'accord. Ouais. Si vous avez une question, que je ne continue. Oui, oui, moi j'en ai plein. Enfin, plein. Alors déjà, une première remarque, c'est donc un œuf qui est couvé sous l'aisselle. Bon, c'est éminemment débile ou dérangeant, ou je sais pas. Faut avoir. C'est un œuf de quoi C'est une première part. Un œuf de poule. Oui, alors ils n'ont jamais développé, en fait, je ne sais pas, mais c'est sûrement un œuf qui doit tenir sous l'aisselle, donc je dirais une proportion d'un œuf de poule. Oh là là. Ce qui est étonnant. On est dans le vaudou là, hein, on est d'accord. Ah, complètement. D'accord. Là, on touche à la magie noire, il faut le dire. Et c'est de ce que te racontait cette vieille dame, c'est quelque chose qui est répandu là-bas, c'est une notoriété publique, ou ça se dit comme ça un petit peu sous le manteau Alors, les gens ont tendance à le dire sous le manteau, il faut dire ce qui est, Ouais. parce que la société guyanaise est tout de même très christianisée, donc théoriquement, on n'est pas censé croire à ces choses. On n'est surtout pas censé faire de la magie noire. Tout à fait, alors là, voilà. Mais il se trouve que la société guyanaise n'est pas que chrétienne, parce qu'il y a d'autres communautés. Il y a une énorme communauté haïtienne qui a eu forcément un certain impact civilisationnel. Bien sûr. Et donc la magie noire est tout de même présente dans les esprits des gens
quotidiennement, hein. Bon, peut-être que j'exagère, je dirais, ouais, au moins hebdomadairement, quoi. D'accord. Et tu penses qu'il y a des gens qui là-bas sont à la fois catholiques et ont ces espèces de réflexes culturels liés à la magie, et c'est assez chouette. Absolument. Ouais. Totalement, puisque ça relève principalement de la superstition avant tout, et de la peur. On a peur de ces choses-là, alors même si on a une foi presque inébranlable dans notre religion, Ouais. à succomber un petit peu au conte du folklore, puisque les gens en parlent, on parle avec les gens. Ouais. Donc ça se fait comme ça, et je crois que bon, c'est un peu une erreur. Clairement. C'est une erreur théologique, c'est clair, mais c'est ainsi. Ça me fait penser C'est un peu un mix syncrétique finalement entre la religion catholique, qui est Ouais. acceptée en tant que telle, mais plus comme une tradition et une culture, mais c'est un autre sujet. Et cette présence-là, cet héritage justement des racines africaines, Hmm. qui, avec ses rites et ses créatures. Ça me fait penser à la Santeria, tu sais, c'est une religion de Cuba Oui, où ils faisaient semblant de vénérer les saints catholiques, et en fait oui, exactement. ils continuaient leur religion. En cachette. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ça se fait dans plusieurs religions, ça d'ailleurs. Ah oui, tiens, bon, on va pas en parler, ça fait pas partie des légendes, mais En effet. on sait tous de quoi on parle. D'accord, bah, et du coup, donc la police n'a jamais trouvé la raison de la mort de ce monsieur. On est d'accord. Alors la thèse officielle, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années, Ouais. mais l'enquête est toujours en cours, la thèse officielle serait que c'est un règlement de compte. Ouais. Maintenant, l'état du corps de Monsieur Metton, c'est inhumain comme traitement, mais ça reste possible. On ne peut pas écarter cette piste, et personnellement, Ouais. j'aurais tendance à y croire. Bah, c'est-à-dire que en Amérique du Sud, il y a tout un tas de pratiques liées au cartel, etc., Tout à où les fait. gens finissent dans des états absolument démentiels, quoi. Donc bon, puis la proximité de la forêt, c'est propice à la sauvagerie, etc. Exactement. On peut vite, c'est un peu comme le désert autour de Las Vegas, quoi. C'est tout à fait ça. Ah, si on vous cache dans la forêt, je ne voudrais pas faire peur à certains, mais Ah bah, on a peu de chances de vous retrouver, hein. Là c'était vraiment exceptionnel. d'accord. Le courant l'a emporté, dû à une erreur humaine, je ne sais pas. Alors du coup, cette vieille dame te dit qu'il avait un baclou sous la caisse, hein. Donc C'est ça ça. veut dire que son grand succès économique était dû à un pacte qu'il aurait passé avec un baclou. Exactement. Et c'est là justement où je voulais en venir, c'est que toute la perversion de ce pacte, c'est qu'en fait, on s'endette. À chaque demande, à chaque fois qu'on fait un vœu et que le baclou l'exauce, Ouais. on augmente notre dette envers lui. On est redevable. Donc en fait, il vend son âme au Puis, diable. ne l'oublions pas. Ouais. C'est d'obtenir notre âme. Ah ouais. C'est un outil du mal de Satan. Ah ouais. Tant que qu'on parle des questions formulées au baclou, j'avais une question. Bah, tu évoquais le fait qu'il fallait bien formuler sa demande, mais Mais toutes les attentes, hein. tu Tu as coupé. Blata. Mais est-ce que le baclou peut répondre à toutes les attentes? Alors, théoriquement, oui. J'aurais tendance à croire que non, puisqu'il y a des choses Oui, non, mais bien sûr. qui semblent évidentes, hein. Mais oui, dans le folklore, supposément, il pourrait tout faire. Alors, il se nourrit également d'une manière particulière, et c'est la personne qui couve l'œuf de Baclou qui doit fixer cette règle. Mais, ça c'est également intéressant, en fonction de la nourriture qu'on donne au Baclou, l'intensité des vœux pourra être plus ou moins forte. Ce qui veut dire que si on lui donne sa nourriture naturelle, qui est, pour faire peur aux enfants, on y revient, hein, comme avec l'ankou, qui est la chair d'enfant, Oh putain. là, le gnome visqueux, qui est le baclou, cet esprit malfaisant, aura ses pleines capacités. Le truc de fou. Ok, alors tu nous disais tout à l'heure qu'il avait les pieds à l'envers, le baclou.
Donc, Exact. quand il s'éloigne, il te rapproche, etc. C'est ça? Exactement. En fait, quand on est pris au piège par le Baklou dans un environnement précis qu'il a choisi en général, Ah, parce qu'il euh, il tend des embuscades en plus. c'est ça, c'est ça. Il D'accord. tend des pièges. Alors, il nous laisse pour seule issue de suivre des empreintes de pas qui nous mèneraient à la rédemption, en fait, à sortir de son emprise. Et tout le vice, c'est que comme ses pieds sont à l'envers, si on les suit, on tombe sur lui, au lieu d'aller dans le sens inverse. Ah, Et oui, c'est une pardon. manière de se prémunir. Bah, ça serait une sorte d'allégorie en fait. Plus tu crois que tu t'éloignes du mal, plus tu t'en rapproches, etc. C'est très, ouais, Exactement. on est vraiment dans la duplicité du prince de ce monde. C'est exactement ça. D'accord. Très bonne interprétation. Mais alors, on va être obligé d'aller un peu plus vite parce que je vois on est presque au bout de l'heure en fait. On, on a encore 10 minutes et on passera. Enfin, moi, je passerai mon tour, c'est pas très grave. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le Baklou d'Améron? Non, rien qui soit. On a fait le tour. C'est une créature intéressante. Elle a des cousins. Elle a des cousins dans les autres îles, la D'accord. Martinique. Ouais. Et on constate que la légende peut différer un peu en fonction des endroits, Ouais. mais elle est quand même très présente. Ce qui est hyper inquiétant, c'est que on mêle là la religion, on mêle un peu la réalité. Enfin, c'est assez bizarre parce que moi, c'est vrai que j'avais eu l'occasion avec un autre gentilhomme du cercle, c'est Raphaël, qui lui aussi est dans les îles et qui nous parlait de l'importance du vaudou en fait, même dans la vie politique. Mhm. C'est assez dément quoi. Les gars vont. C'était un député, hein, vous vous souvenez pas, il nous racontait ça. C'est un député qui était allé faire une séance de vaudou pour gagner les élections quoi. C'est- Oui, tout à fait, c'est vrai. c'est- Mais ouais, c'est d'autant plus vrai. Alors, je parlerai pas ici des îles, mais en tout cas pour la Guyane, en lien avec le Baklou, on ouais, constate que, en fonction des communautés, car toutes ne sont pas chrétiennes, on peut éventuellement draguer, si je puis dire, son électorat en s'accordant à ces principes. Par exemple, les Amérindiens, qui sont de plus en plus christianisés, mais certains sont, ouais, sont, sont quand même toujours isolés, donc prémunis, ouais. si on peut dire ça comme ça. Mhm. Les, les, les peu d'écoles qu'on a construites là-bas sont souvent sujettes à des cas de possession, par exemple, d'esprit. Ah oui, c'est la fameuse vidéo là qu'on avait vue l'autre soir, là. Exactement, Ouais, qui est que je vous avais hallucinante. partagé. Ouais, ouais, ça c'est un truc de fou. Ouais, est-ce que c'est pas la drogue aussi, hein? Enfin, je sais pas. Ah, on ne sait pas. Il y a peu de chance. Bah, elles étaient jeunes hein, quand même, les gamines qu'on voyait posséder là. C'était. Elles étaient plutôt jeunes. Ouais. Est-ce que, Collège, je dirais. est-ce que ça vous évoque quelque chose, les autres? Là, vous voulez dire quelque chose? Alors, Castellan? ouais, deux choses. Alors, par rapport aux possessions, ça pourrait être aussi de l'épilepsie, mais bon, a Ah priori, bah ouais, on saurait. non mais il y a eu On beaucoup, saurait si c'en est, mais ouais. il y a eu beaucoup de cas d'exorcisme et de possession qui ont été effectivement rattachés à des crises d'épilepsie. Après, Voilà. il y a un cas en Allemagne, là, je me rappelle jamais, je crois que ça s'est passé dans les années 90, je me rappelle jamais du nom, où il y avait l'épilepsie qui était rentrée en ligne de compte, mais ça expliquait pas tout, quand même. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'est par rapport à la dette que les gens contractent au fameux Baclou. Ah, c'est un peu vivre sur la dette, quoi. Ça m'évoque un peu un système actuel, quoi, sans aller plus loin. Ouais, c'est vrai. Alors en fait, tu es en train de nous dire que le capitalisme est éminemment luciférien. Tiens, quelle Ouais, pourquoi nouveauté. pas. Ça, on n'avait pas compris. Non. On va se faire jeter des cailloux. Ok, Autant que c'est des cailloux, ça va, hein. oui, ça va. Mais c'est vrai qu'on retombe souvent dans cette Ouais, allégorie-là ouais, c'est vrai. du mal. Blague à part, oui. Euh, je pense qu'il y a quelque chose par rapport en fait à cette. Euh, oui, lui arrête, merci, c'est ça. Analyser Michel. Ouais. C'est un cas assez hallucinant. Enfin, si vous avez l'occasion d'aller
y jeter un coup d'œil. Mais oui, c'est vrai que on est vraiment dans cette lutte entre le matérialisme total et le spirituel. Donc, quelque part, une créature démoniaque nous fait rentrer un peu plus dans le matérialisme. Ça se tient, finalement. C'est ça. Mm. Et pour terminer, je dirais que le détail que j'ai omis Oui. peut prendre une autre forme, il peut se transformer. Ah Ce oui, qui d'accord. signifie qu'il peut se rendre beau. Ce qui l'aide à tendre des pièges, et Ouais, en se voilà. rendant sous une certaine forme qui nous plaira, on succombe. Et donc là, il y a cette notion de succomber à une tentation qui est proposée. Ouais, ouais, la duplicité totale du malin, quoi. Mais Voilà. il n'y avait pas une histoire comme ça avec un dieu africain, Nancy, je crois, un dieu araignée. Ah, je connais pas. Puis, ça m'évoque Je ne sais quelque chose pas. comme ça. Bah écoute, Un dieu araignée qui est. pour la Ouais. prochaine fois, tu essaieras de nous trouver quelque chose dans ce sens-là. Je suis désolé, je coupe court un peu. Est-ce que Morker, on a le temps de traiter ton. Il reste 5 minutes. C'est peut-être. On va peut-être Oui, s'arrêter. elle est assez courte, hein, ça détendra un petit peu l'atmosphère après le bac. Allez, Morker, on t'écoute. C'est une petite légende sur la cathédrale de Strasbourg. Il est dit que dans des temps immémoriaux, bah, j'exagère peut-être un peu, mais il y a de cela très longtemps, le diable parcourait la terre en chevauchant le vent. Et un jour qu'il passait par Strasbourg, alors que la cathédrale était en construction, il décida de s'arrêter pour voir les sculptures des gargouilles et autres démons sur la façade de la cathédrale. Et il repéra sur un bas-relief une représentation de lui-même en beau jeune homme en train de courtiser des vierges folles. Et ce beau jeune homme était représenté avenant, et dans son dos, son dos s'ouvrait sur des serpents et des crapauds. Alors, le diable, curieux et orgueilleux, se demanda si à l'intérieur de la cathédrale il n'y avait pas de sa personne. Et imbu de lui-même, il rentra dans la cathédrale et resta piégé à l'intérieur. Et sa monture, le vent, l'attend toujours à l'extérieur. Voilà pour la version courte. D'accord. Donc il a été piégé et il y est toujours alors. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent qu'il a été piégé par la messe du matin, d'autres qui disent qu'il a été piégé parce que dans une chapelle à côté de là où il rentrait dans la cathédrale, un prêtre était en train de consacrer une hostie, et du coup le diable, ayant peur, s'est réfugié dans une colonne, dans le pilier des anges d'ailleurs, qui est une autre légende de la cathédrale, et il resta enfermé à l'intérieur. Voilà, il existe quelques variantes. D'accord. Très bien. Vous avez, ça vous évoque quelque chose, les autres, cette histoire du diable dans la cathédrale de Strasbourg? Pas vraiment. Je pense qu'on y reviendra peut-être à la prochaine émission. Ouais, parce qu'il Parce y a plein de choses à dire sur la cathédrale de Strasbourg. Ah, il me semble qu'il y a pas mal de lieux saints comme ça, où il y a des histoires Ouais, avec le déchu. tout à fait. Très bien, bah merci Morker pour. Mais je vous en prie. Bon, c'est vrai qu'on est en train de finir de manière un peu abrupte, mais on s'était imparti 1 heure, on est à 57 minutes exactement. Il y aura quelques coupures au montage, peut-être, hein. En tout cas, je vous remercie tous, Blagla, Castellan, Dameron, Morker et Luaret, avec plaisir. pour vous être prêtés à cet exercice. J'espère que nos auditeurs, ça leur aura plu. Alors, c'est vrai qu'on est un petit peu en train de se roder. On va essayer de vous nous direz si ce format d'1 heure est trop long ou pas assez. Et si vous voulez, par exemple, nous soumettre des légendes ou des faits un petit peu étranges dans nos provinces de France, n'hésitez pas à nous envoyer ça en commentaire ou à nous contacter sur l'email que je mettrai dans la description. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez nous écouter. Je ne saurais vous suggérer que d'écouter notre émission la nuit, dans le noir.